Bonjour à toutes et à tous pour ce 26e plateau de la Fondation et premier plateau de l'année 2022. Je me joins aux membres du conseil d'administration ainsi que les membres du conseil scientifique et toute l'équipe de la Fondation pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, cette année 2022. Le thème de notre plateau aujourd'hui est l'éthique en pratique. Je voudrais déjà m'excuser auprès de toutes les personnes qui n'ont pas pu venir participer en live à ce plateau, puisqu'on a été obligé, il y a quelques jours seulement, après avoir longuement hésité, de décider que ce plateau se tiendrait en petit comité compte tenu de la situation sanitaire. Et on souhaite vraiment tous pouvoir renouveler le plaisir de nous rencontrer et d'être tous ensemble lors, je l'espère, du prochain rendez-vous des plateaux de la Fondation. Ensuite, je voudrais quand même faire un point compte tenu de l'actualité que vous connaissez tous, et surtout en tant que directeur médical, éthique et qualité des services du groupe Corian et vice-président de la Fondation pour le bien vieillir. Je tiens à vous préciser que nous avons décidé, en effet, de maintenir ce plateau qui était prévu de longue date, puisque c'est un plateau que nous avions prévu avec Aude au mois de novembre dernier, et surtout considérant que le sujet traité aujourd'hui est une question quotidienne que se posent les équipes et sur laquelle la Fondation a engagé une réflexion entamée depuis février 2021. L'actualité ne peut d'ailleurs que nous donner raison et mettre encore plus d'importance et plus de lumière sur l'impérative nécessité de placer l'éthique au cœur de nos préoccupations et du travail au sein des établissements et des EHPAD. Je voudrais aussi rappeler que la Fondation du Bien Vieillir travaille en toute indépendance, scientifique et intellectuelle, que sa réflexion est soutenue par un conseil scientifique présidé par Serge Guérin, qui nous fera le plaisir tout à l'heure d'intervenir à distance, et est composé d'acteurs de haut niveau et d'horizons différentes, dont certains d'entre eux participeront aux différentes tables rondes. Par ailleurs, la Fondation pour le bien vieillir s'est dotée, et c'est un élément aussi qui me paraît important de redire et de préciser, s'est dotée en juillet 2020 d'un département de recherche coordonné par le professeur Gilles Berru, qui est dans la salle, voilà, au fond, et qui est composé de spécialistes en recherche clinique, en méthodologie, et une équipe technique et réglementaire qui assure la qualité élevée de la production de tous les travaux qui sont assurés au sein de notre fondation. En l'occurrence, le conseil scientifique de la Fondation avait travaillé sur l'intérêt de ce thème et de cette étude et a validé le projet de recherche sur les espaces éthiques de proximité porté par le professeur Gilles Berru en mars 2021, juste pour replacer finalement dans le calendrier et l'agenda l'ensemble de ces travaux qui sont l'objet aujourd'hui de ce premier plateau. Ce projet trouve son origine dans différents éléments, et notamment l'application des recommandations de bonne pratique qui ont été rédigées par l'ANESM. Je pense notamment à celle rédigée en 2010, qui est le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux, recommandation qui s'inspire elle-même d'une première recommandation un peu plus ancienne de 2008 sur la bientraitance. Plus récemment, notre réflexion, la réflexion de toute l'équipe qui travaille sur ce projet, s'est nourrie d'un document extrêmement important et riche, qui est le rapport ministériel de Fabrice Xil, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous et qui participera à l'un des deux plateaux. Comme vous le savez, ce rapport a été présenté à la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Madame Brigitte Bourguignon, et il est intitulé « Pendant la pandémie et après, quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ?» Ce rapport a d'ailleurs donné lieu à une proposition de charte éthique et accompagnement du grand âge. Je voudrais aussi préciser, en tant que directeur médical du groupe, que ce travail s'inscrit aussi dans une grande réflexion, dans une volonté de l'ensemble des acteurs du groupe de renforcer nos valeurs autour des trois thèmes que sont la confiance, le respect, la responsabilité et l'initiative. Et ça a été vraiment dans un contexte, comme vous le savez, où on a tous traversé 2 années extrêmement
difficiles que sont ces 2 années de crise sanitaire, qui nous ont tous mis à l'épreuve, je pense, particulièrement les plus vulnérables d'entre nous. Et c'est pour cette raison que la mise en œuvre d'une démarche éthique, également appelée praxis, est au centre d'une dynamique de travail en établissement médico-social. Aussi, pour terminer dans ce contexte actuel, je pense que l'actualité que nous connaissons donne une résonance toute particulière à l'importance de ce sujet et finalement à l'intérêt du plateau que Aude a organisé aujourd'hui pour la Fondation. Pour terminer cette longue introduction, et je m'en excuse, mais je pensais que c'était important de pouvoir donner ces précisions en introduction, ce début d'année 2022 est aussi marqué par des changements. Ce changement, c'est le départ d'Aude, donc elle ne part pas très loin. Mais c'est vrai que Aude Letty, qui déléguée de la Fondation et qui a œuvré pendant 7 ans pour, au départ, déjà lancer et créer cette première instance qui était l'Institut Corian du bien vieillir, qui a donné lieu à la création de la Fondation en septembre 2017. Donc c'est vrai que Aude, tu as œuvré pour finalement le lancement de cette fondation. Et puis, je pense que c'était vraiment un travail extrêmement riche, où tu as pu apporter une nouvelle voie dans ce secteur, et puis mettre en place finalement ces points réguliers, qui sont aussi bien les plateaux, mais aussi les matinales, qui ont permis de, je pense, et je l'espère, mettre aussi un regard singulier dans ce domaine, dans l'univers du grand âge, et promouvoir surtout toutes celles et ceux qui travaillent et qui œuvrent au service des seniors et des personnes les plus fragiles. Tu nous quittes pour aller pas très loin, puisqu'en fait tu regagnes la direction des ressources humaines du groupe Corian sur un poste nouvellement créé de directrice des talents au sein de la DRH. Merci encore vraiment Aude pour l'ensemble de ton travail et de ton implication. Et donc c'est Marianne Fourier, à ma droite, qui précédemment directrice de la transformation au sein du groupe Corian France, rejoint et succède Aude comme déléguée générale de la Fondation, et je forme des vœux chaleureux et pour le plein succès d'Aude dans cette nouvelle mission, et puis à toi Marianne pour nous accompagner maintenant dans ces nouvelles perspectives de la Fondation. Merci à toutes les deux. Je remercie nos invités qui vont s'égrener au long de ce plateau pour apporter leur témoignage en tant que professionnels des maisons de retraite, mais aussi plus largement professionnels de santé, philosophes. Et donc pour cela, je laisse la parole à Aude Letty. Merci à tous et passez un excellent plateau. Merci beaucoup Didier pour ces mots. Alors, bienvenue à tous pour ce 26e plateau qui a, vous l'avez compris, une connotation un peu particulière pour moi ce soir. Je suis particulièrement émue d'animer, d'être aux côtés de Marianne qui va animer ce plateau ce soir. Et déçue de ne pas avoir Serge Guérin à nos côtés en présentiel sur le plateau. Mais Serge nous suit à distance. Bonsoir Serge. Et bonsoir, et sera le grand témoin de cette soirée, puisqu'il est inconcevable d'organiser un plateau sans Serge Guérin. Alors, je vais vous dire rapidement le déroulé de cette soirée. Donc, nous allons démarrer ce plateau avec le professeur Gilles Berru. Bonsoir Gilles, vous êtes professeur en gériatrie, président fondateur du Gérontopôle des Pays de la Loire et conseiller et membre du conseil scientifique de la Fondation Corian. Et vous serez accompagné par Valentine Delétoile, qui est attachée de recherche clinique. Bonsoir Valentine, à la Fondation. Et voilà, tous les deux, vous avez porté cette étude sur l'éthique depuis presque un an maintenant. Et vous allez nous présenter les premiers résultats et les perspectives de cette étude.
Ensuite, nous poursuivrons avec nos intervenants ce soir autour de 2 tables rondes. Donc, interviendront sur la première table ronde donc Gilles Berru, Laurent Garcia, qui est cadre de santé à la résidence Les 4 Saisons à Bagnolet, ainsi que Fabrice Xil, philosophe et directeur adjoint de l'espace éthique Île-de-France. Et nous poursuivrons avec une deuxième table ronde en présence de Damien Leguet, qui est philosophe, éthicien et membre de notre conseil scientifique, le docteur Sophie Moulias, qui est médecin gériatre à la PHP, et Vanessa Foubet, qui est psychologue à Corian-le-Gâtinais dans l'Essonne. Nous poursuivrons avec quelques actualités de la Fondation avec Marianne. Donc, je vous rappelle à tous la possibilité de poser vos questions en direct via le chat qui est disponible et qui est ouvert sur le live de la Fondation et du plateau de la Fondation, et nous ne manquerons pas de répondre à vos questions en direct. Donc, je vous souhaite un excellent plateau. Je remercie encore tous les intervenants de leur présence. Et je laisse la parole à Gilles et Valentine pour qu'ils nous présentent les premiers résultats de cette étude. Merci Aude-Letty pour cette introduction. Et nous allons donc vous présenter les résultats de cette étude comme on le ferait en rédigeant un article scientifique tout simplement. Alors sur cette première diapositive qu'on va vous montrer figurent 2 éléments qui ont déjà été mentionnés par Didier Armingaud, qui sont les 2 textes qui ont inspiré cette question. Le premier, c'est ce rapport de l'ANESM qui proposait une analyse des limites et des avantages de construire un élément de réflexion éthique pluriprofessionnelle au sein des établissements médico-sociaux. Et puis, le rapport qui a été rédigé par Fabrice Xil, à partir d'une remontée de terrain de beaucoup de témoignages et d'analyses, et qui conclut, parmi d'autres choses, et dans la charte, à l'intérêt que de tels dispositifs puissent être présents dans les établissements médico-sociaux, avec ce caractère de parole partagée, pluriprofessionnelle, permettant parfois aussi que les résidents, les familles de résidents puissent y participer, mais permettant aussi à d'autres moments des analyses plus particulières sur des situations difficiles. On voit bien qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont souhaitables, voire nécessaires. Et la question que l'on s'est posée à la Fondation, c'est très bien, et comment on fait en pratique ? Parce que souvent, les bonnes intentions se heurtent à des réalités qui parfois dévoient les possibilités, voire même annihilent les volontés. Et donc, il était important de tout simplement s'interroger dans une pratique toute simple, en interrogeant les professionnels sur cette possibilité. Et donc, l'objectif, c'était de faire un état des lieux de la perception de la réflexion éthique autour du résident, de la part du directeur et des différents professionnels, dans le but d'établir un cahier des charges pratique de mise en œuvre de tels espaces de réflexion éthique. Évidemment, le bénéfice attendu, c'est de permettre une prise de conscience de la nécessité, non pas d'avoir une réunion d'éthique supplémentaire par rapport au reste, mais que l'éthique fasse partie de la respiration du travail quotidien, avec des temps forts. Et deuxièmement, l'autre bénéfice, c'était évidemment d'explorer tout ce qui était faisable, tout ce qui était souhaitable, et ce pourquoi les professionnels de terrain étaient prêts en fait à répondre positivement, parce qu'ils en voyaient l'intérêt dans leur pratique. Donc, cette étude s'est organisée autour d'abord d'un questionnaire qui a permis d'explorer auprès de tous les établissements médico-sociaux du groupe Corian quel était l'état de la réflexion. Puis, nous avons extrait 10 établissements qui avaient mis en œuvre quelque chose de structuré, de plus conséquent. Et donc, nous avons pratiqué des entretiens semi-dirigés des responsables de ces établissements afin de voir en pratique, plus dans le détail, comment ils font. Parce que c'est vrai qu'on peut s'étonner qu'un établissement puisse le mettre en place et celui d'à côté ne le fasse pas. Et donc, quelles sont les conditions qui font qu'on y va, si j'ose dire. Et puis, nous avons été aidés par un groupe de travail et un groupe d'experts que je voudrais remercier ce soir
et je m'excuse de ne pas pouvoir préciser le nom de chaque membre. Dans le groupe de réflexion d'experts, il y a d'abord les membres du conseil scientifique qui sont très très actifs, qui challengent beaucoup et qui nous permettent de faire monter le niveau de notre réflexion. Et puis on a monté un groupe d'experts interne au groupe, parce qu'évidemment il y a plein de choses qui se font. Ah ben c'est parfait, voilà. Et donc ce groupe interne comprend des directions du groupe, direction médicale, direction éthique et compliance, éthique et qualité du groupe. Vous voyez que le mot éthique est déjà quand même dans les gènes du travail commun. La revue Soins et Cœur, et puis des responsables d'établissement. Et puis un deuxième groupe externe, et on tient à remercier beaucoup les réponses positives, la mobilisation forte dont ont fait preuve les membres de ce comité externe. Jean-Pierre Aquino, bien entendu, Damien Leguet, qui est ici, que je remercie, Gérard Vien, professeur en économie de la santé, Philippe Cahan, prospectiviste, Philippe Guton, psychiatre, Marie-Françoise Fuchs, bien connue, présidente d'honneur d'Oldop, Marie de Henzel, qu'on ne présente plus, le docteur Sophie Moulias, qui est avec nous ce soir, est aussi grande spécialiste d'éthique, Joël Joanne, qui est le président de France Alzheimer, Laurent Garcia, qui est cadre de santé, Béatrice Noëlec, qui est la directrice des relations institutionnelles de la FHP, et le professeur Grégoire Moutel, directeur de l'espace éthique de Normandie, et aussi le président du Conseil national des espaces régionaux d'éthique. Donc, avec de tels aéropages, il fallait que nous soyons solides sur nos travaux pour pouvoir construire quelque chose qui ne soit pas simplement un entre-soi, mais qui puisse faire avancer, nous l'espérons, la réflexion collective sur ce domaine. Et donc, nous espérons faire un cahier des charges qui soit propre au groupe Corian avec les réalités du groupe, et un cahier des charges qui sera mis à disposition pour voir si nos éléments de repérés en pratique peuvent converger vers d'autres réflexions pour peut-être arriver à une manière, je dirais, partagée sur le plan national d'approche pratique de ces espaces. Et donc, je vais laisser la parole à Valentine Delétoile qui va présenter les résultats de l'étude. Merci beaucoup. Alors, si on parcourt un petit peu les résultats de notre étude, ce qui est intéressant de voir en premier lieu, c'est le taux de réponse à notre questionnaire. On l'a envoyé sur l'ensemble des établissements Corian France, et on a 122 répondants pour 103 établissements, puisqu'on avait questionné à la fois le directeur de l'établissement et le responsable de l'instance éthique sur l'établissement. Donc c'est un taux de réponse vraiment intéressant qui montre que les équipes, les établissements se sont saisis du sujet, sont intéressés et ont déjà mis en œuvre des choses, puisqu'on a 43 établissements qui ont déjà une instance éthique en cours de fonctionnement. On a 5 établissements qui ont un groupe de parole et 2 établissements qui ont un groupe de discussion. On a également 26 établissements, donc chiffre intéressant, des établissements qui n'ont pas d'instance aujourd'hui, mais qui ont commencé une démarche, qui ont commencé un projet de réflexion éthique. Et on avait 27 établissements qui ont répondu au questionnaire, donc qui ont, entre guillemets, montré leur intérêt pour la démarche, mais qui aujourd'hui ne l'ont pas mise en place sur leurs propres établissements. Donc on voit aussi l'intérêt et la demande de notre démarche. Si je vous résume un petit peu les réponses à ces questionnaires, on voit apparaître des caractéristiques principales communes de ces instances. Généralement, ce sont des instances annuelles, animées par le psychologue ou la psychologue de l'établissement le plus souvent, ou par le responsable éthique et bientraitance. Ponctuellement, des experts dans les domaines évoqués sont sollicités. Ça peut être l'exemple d'un juriste qui est sollicité sur la question des directives anticipées, par exemple. Et sur les thématiques abordées, on se rend compte qu'il y a 2 sortes de thématiques qui sont abordées par ces instances. Soit les équipes vont travailler sur des cas pratiques issus de la réalité et du quotidien de l'établissement, soit ils vont travailler sur des thématiques un peu plus générales. Et je vous les liste juste sur la colonne suivante. Les thématiques qui reviennent souvent, l'intimité des résidents, les questions de fin de vie, avec tout ce qui sont associés à cette question de fin de vie, puisqu'il y avait aussi les questions des directives anticipées, les questions des soins palliatifs, les questions de l'annonce d'un deuil. Ce sont des sujets qui ont rassemblé les comités. La question de bientraitance, qui est souvent revenue également.
Et avec le contexte actuel, comment ne pas citer le Covid et les questions de liberté d'aller et venir qui pouvaient aller des contentions jusqu'aux questions de confinement. Au niveau des avantages perçus, les équipes nous font remonter de vrais avantages à avoir mis en place ces espaces, notamment autour des notions d'échange, de permettre aux équipes d'avoir un espace pour échanger de façon interdisciplinaire et même parfois avec les familles et les résidents, suivant les formats choisis. L'amélioration des pratiques, qui est forcément un vrai bénéfice de ces échanges, puisqu'on peut discuter des cas, discuter des questions et donc améliorer ce qui est déjà mis en place. Le lien avec les familles, puisque dans plusieurs établissements, les familles participent à ces comités et peuvent donc s'exprimer ou entendre les participants et donc avoir un réel échange et un réel lien de compréhension. Et ça permet d'avoir de nouvelles façons de réfléchir au quotidien, puisqu'on crée un espace pour prendre du recul sur les situations du quotidien. Bien sûr, on leur a aussi posé la question des inconvénients et des limites. Et ce qui revient le plus souvent, ce sont des contraintes matérielles, le manque de temps pour organiser le comité, l'instance, on verra comment ça s'appelle suivant les établissements, le manque de mobilisation des participants, souvent par manque de temps aussi, les difficultés d'organisation matérielle, il faut trouver une salle, il faut trouver un intervenant extérieur. Quand on se pose la question d'en avoir un, il faut trouver du temps. C'est toujours la même question. Et il faut savoir animer l'instance. Une autre question qui est revenue, c'est que les référents éthique et bientraitance ne sont pas toujours à l'aise avec l'idée d'animer une réunion entière sur un sujet éthique qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Donc c'est aussi une limite qui nous est revenue de ces questionnaires. Là-dessus, nous avons interrogé 10 établissements qui avaient déjà mis en place quelque chose, qui avaient amorcé une démarche construite et réfléchie, et on a essayé de savoir ce qui marchait chez eux et pourquoi ça marchait. Donc je tiens avant tout à remercier les 10 établissements qui ont accepté de participer, que nous avons interrogés. Comme vous pouvez le voir, ils sont plusieurs et répartis dans l'ensemble de la France, et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs types d'instances sur ces établissements. Soit c'était des problématiques générales, soit c'était des problématiques de l'établissement, du quotidien, et on a également rencontré un groupe de parole, mais je n'en dis pas plus. Concernant ces entretiens, on a pu retirer différentes notions générales concernant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces que ces comités peuvent rencontrer. La force de ces comités, c'est communiquer en amont de l'instance, permet de mobiliser les participants, parler du comité, l'annoncer, le diffuser dans la vie quotidienne des équipes permet de les mobiliser et de leur proposer de venir et d'avoir une plus grande mobilisation et une plus grande participation. Quand les thématiques viennent du quotidien, quand les thématiques viennent des équipes, que ce sont des questions que se posent les professionnels, il y a toujours plus de mobilisation, plus de participation, les comités sont souvent plus riches. Quand on implique les familles, ça permet réellement de créer un lien de confiance, c'est également quelque chose qui est revenu dans ces entretiens. Et la parole est plus libre avec un animateur externe qu'avec un animateur interne de l'établissement. Donc ça, c'est un point aussi intéressant. Au niveau des faiblesses, il est vrai que le personnel ne trouve pas toujours le temps, la motivation pour participer à ce qui pourrait être considéré comme une réunion de plus. Et le rôle de l'animateur, c'est revenu également, est compliqué à assurer. Le psychologue peut être considéré comme détenteur de l'éthique s'il n'arrive pas à trouver le juste positionnement face à ses équipes. La présence des familles est parfois une vraie question, parce que ça peut être complexe sur certains thèmes d'avoir un échange libre. La parole n'est pas forcément la même pour une famille et pour un professionnel. Et il faut savoir gérer cette participation au nom des familles sur ces thématiques éthiques. Et toujours l'organisation matérielle qui revient et qui est quelque chose qui est souvent évoqué. Au niveau des opportunités, on s'est rendu compte que la crise Covid, pour une fois, a fait quelque chose de positif, c'est que ça a créé une réelle opportunité pour les équipes de se poser la question et de se dire il faut qu'on prenne une réunion, qu'on prenne le temps de prendre du recul sur ce qui se passe, de prendre le temps de se poser les questions éthiques qui y sont liées. Et du coup, elle a permis à certains établissements de créer leur instance. Et les instances se sont créées suite à la crise. Il y a aussi, nous avons aussi rencontré des instances inter-établissements, donc on voit le réel intérêt des équipes à se mobiliser à plusieurs pour croiser les regards et ne pas rester sur les problématiques, les thématiques uniquement d'un seul établissement, mais d'aller plus loin, d'élargir son champ de réflexion. Certains établissements utilisent des questionnaires passés en amont auprès du personnel pour leur permettre de s'impliquer sans pouvoir être présent le jour J. Et on voit que les thèmes abordés en comité sont parfois l'occasion pour des psychologues de créer de nouvelles formations. Les quelques menaces que nous avons rencontrées, c'est que les comités doivent faire attention à donner suite aux réflexions qui ont eu lieu dans ces comités, aux décisions qui ont pu être prises, et de ne pas les laisser en suspens,
l'éthique reste dans le comité éthique. Non, ça c'est la vraie menace, c'est que l'éthique doit sortir du comité et infuser dans les pratiques. Il y a aussi la question du volontariat qui peut laisser sous-entendre que l'éthique est optionnelle et que l'éthique n'est que pour les volontaires. Donc il y a une vraie question qui se pose dans la relecture et l'analyse de ces entretiens. Et il y a la question d'un intervenant extérieur. On a vu, c'est souvent plébiscité, c'est souvent positif puisque ça libère la parole. Mais il ne faut pas que cet intervenant extérieur devienne un sachant, un professeur qui viendrait donner une formation. Il faut laisser la place à la parole et à la discussion. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes en termes de résultats. Et je vais rendre la parole au professeur Beru pour vous expliquer ce qu'on a pu faire de tous ces résultats. À partir de ces réflexions, on vous propose les premiers éléments qui peuvent être travaillés dans le cahier des charges. Alors, on peut dire d'une manière très simple qu'il faut utiliser l'espace, le mot espace au plein sens de sa signification. En fait, on s'est rendu compte dans nos échanges au début qu'on oscillait entre espace et réunion, ou comité, un peu comme si espace était égal à comité. Et donc, il y avait un temps du comité éthique, et puis voilà. En fait, espace, c'est tout simplement un mot qui montre qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de mur, c'est un espace. Et donc, ça veut dire que ça nous laisse le champ libre à construire des dispositifs qui soient personnalisés à l'établissement, variés, et laissant place quelquefois à des dons, à des ressources propres à un établissement, à des personnes, et qui vont donner de l'énergie à cette activité pour pas qu'elle soit trop docte ou figée. Alors cet élément est sympathique de l'espace, et en même temps ça fait un peu peur à l'échelle d'un groupe ou à l'échelle d'une recommandation, parce que si finalement l'espace c'est faire ce qu'on veut, il n'y a finalement plus grand-chose à dire, et puis c'est incomplet, parce qu'on se rend compte qu'il y a des conditions précises pour que ça se fasse. Et donc, à l'intérieur de cet espace, il y a plusieurs éléments qui peuvent être cités. Le premier, c'est qu'il faut présenter la démarche au début, lorsqu'on lance l'espace éthique. Et il est assez conseillé, finalement, de faire une sorte de journée éthique dans l'établissement qui va présenter les choses. On ne crée pas un espace éthique comme ça, parce qu'il y a une réunion, on a une date, une heure et un lieu, et puis voilà. Il faut que ça soit véritablement installé pour le groupe. La première commission est importante pour écrire un règlement intérieur, se donner des règles de pratique, qui ne seront pas forcément les mêmes pour tous, mais là encore, il y a sûrement des éléments qui sont communs. Bien dire que le conseil de vie sociale est également une instance de rencontre avec les familles, les résidents, les professionnels, mais qu'un espace éthique est un groupe de réflexion éthique, ce n'est pas le conseil de vie sociale. Ça peut sembler évident, mais c'est quand même important de le dire. Le conseil de vie sociale a toute sa place comme lieu de démocratie sanitaire, comme lieu d'échange, comme lieu aussi de réflexion sur des choses très pratiques, ou des demandes, ou des revendications sur la nourriture, sur les rythmes, sur que sais-je, de la vie quotidienne. Ce n'est pas le lieu de la réflexion éthique qui doit être distingué. L'aide extérieure pour accompagner la mise en place de la démarche, on l'a déjà cité, c'est essentiel d'avoir ce lien avec l'extérieur. Il ne faut pas que l'espace éthique soit un lieu de l'entre-soi. En même temps, et on l'a dit, il ne faut pas que cet intervenant extérieur devienne un animateur qui écrase la parole de tous. Et il faut qu'il soit choisi aussi pour être un élément de convergence et qu'il ne soit pas clivant. Ceci est important et donc il faut le choisir avec soin. Sur le thème de la réunion, on voit bien que dans les exemples qu'on a pu repérer dans les différents EHPAD du groupe, il y a des réunions qui sont centrées sur la situation particulière d'une personne, en situation difficile, lorsque l'on passe de l'accompagnement
de vie, à l'accompagnement de fin de vie. Lorsque l'on est dans une situation où on oscille entre une prise en charge très sanitaire et le maintien dans la résidence, avec évidemment un dialogue qui doit s'instaurer entre professionnels et familles. On voit bien que là, on est dans des situations qui sont différentes. Ailleurs, il peut y avoir une réflexion, comme on l'a dit, sur la bientraitance. Il peut y avoir une réflexion sur la liberté d'aller et venir, qui est beaucoup plus générale et pour lequel, en fait, on pourra très bien avoir une participation des familles sans crainte de rompre un secret médical qui serait celui d'une situation particulière. Pour animer la réunion, là aussi, il y a une vraie question. Habituellement, c'est le psychologue qui est commis d'office, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres professionnels. Et puis même si c'est un groupe particulier qui est mobilisé, il faudrait qu'il soit formé. Et on ne s'invente pas finalement animateur d'un groupe éthique. Et ceci nous renvoie aussi à une autre question, c'est que si l'espace éthique doit être de proximité dans un établissement, il est important qu'il y ait un lien avec l'extérieur. Et il y a deux extérieurs, on va dire. Il y a l'extérieur de ce qui se passe autour de l'éthique sur son territoire, et je pense évidemment aux espaces de réflexion éthique régionaux qui peuvent avoir des antennes, qui peuvent se déplacer et qui peuvent être des vis-à-vis extérieurs. Et puis il y a un autre extérieur au groupe, un autre extérieur à l'EHPAD, mais qui est intrinsèque au groupe, qui est une sorte d'instance qui soit commune à toutes les EHPAD d'un même groupe, pour avoir une dynamique commune, pour être soutenu, guidé. Et quand il y a un peu un affaiblissement des énergies, pouvoir être relancé pour poursuivre cette action qui doit se faire évidemment dans la durée. Diapositive suivante. Et donc, cette notion d'espace, je viens de le dire, est vraiment importante. Et donc, ce n'est pas une réunion, c'est véritablement un espace devant associer des comités avec les familles, des espaces groupes de parole, des réunions de situations particulières, voire même des comités interétablissements quand plusieurs EHPAD sont en proximité sur un territoire. Et donc il y a cette plasticité de l'espace éthique qui est vraiment très importante. Il faut que les réunions soient courtes, parce qu'on a vu qu'il y a un problème de temps, et ça c'est tout à fait normal. Il faut que ça soit une occasion d'échange. Il faut que l'éthique infuse les pratiques, que lorsque l'on a pris l'habitude de discuter d'aspects éthiques avec des collègues, on peut tout à fait en discuter hors réunion, parce que finalement les éléments de langage sont partagés, et que finalement ça semble moins étrange de parler d'aspects qui relèvent de l'éthique dans la pratique des soins au quotidien. On a libéré quelque part la parole de ce côté-là. Diapositive suivante. Et donc, la proposition, c'est au lieu de dire l'espace éthique, c'est ça, c'est d'imaginer en fait qu'on puisse proposer dans un cahier des charges une sorte de panel de modalités de réunion autour de l'éthique et que chaque établissement puisse se saisir des modules avec lesquels il est en capacité de le mobiliser, il a les ressources, il a l'envie. Et donc, cette adjonction de différents modules crée l'espace. Et comme ça, l'espace éthique d'un établissement n'est jamais le même que celui d'un autre établissement. On voit bien que derrière cette proposition ouverte, il y a des typologies de modules qu'on va retrouver souvent. Et en ce moment, on est en train de travailler pour le cahier des charges pour préciser, en fait, d'une manière plus bordée, plus standardisée, si je me permets de le dire comme ça, sur des typologies de modules qui devraient être malgré tout choisis pour compléter l'offre de cet espace de réflexion éthique de proximité. Voilà en quelques mots les résultats de cette étude. Merci beaucoup Gilles Berru, merci Valentine. Vous nous apportez ce soir beaucoup d'énergie positive. Et moi, en tant qu'ancienne hospitalière, je suis en harmonie avec cette approche de l'éthique en établissement, qui est une approche pragmatique, qui est une approche
constructive. Et j'espère vraiment que toutes ces réflexions qui sont nées de cette étude et les conclusions qui ne sont pas encore aujourd'hui tirées de cette étude vont permettre de renouveler l'éthique en EHPAD. Il me revient maintenant de lancer, pour poursuivre les débats, une première table ronde avec Fabrice Xil et Gilles, vous restez avec nous. Alors, cette première table ronde devait compter un troisième intervenant qui ne sera pas là ce soir, malheureusement, Laurent Garcia, qui est retenu sur son établissement. Donc, on va échanger tous les trois. Et je voudrais commencer, Fabrice, vous qui êtes philosophe, vous qui êtes directeur adjoint de l'Espace éthique Île-de-France, enseignant-chercheur, qui vous êtes beaucoup impliqué ces derniers temps dans cette problématique de l'éthique et du grand âge. Je voulais vous demander de réagir à ces résultats d'études qui nous ont été exposés et vous demander dans quelle mesure ils font résonance, ils résonnent, ils s'articulent avec votre propre démarche. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être que je vais commencer par un petit détour et juste proposer une définition de l'éthique, parce que bizarrement, on l'a pas encore définie ce soir. On peut en avoir d'ailleurs des conceptions très différentes. Pour moi, en 2 mots, c'est à la fois un questionnement et un engagement. Un questionnement sur le sens et la visée de nos actions. Questionnement sur le sens et la visée de nos actions, d'ailleurs individuelles ou collectives. Ça peut être dans une équipe, dans un établissement. Et puis c'est un engagement, c'est-à-dire c'est une pratique, une manière de faire, encore une fois individuelle et collective, qui est sous-tendue par un certain nombre de valeurs ou de principes. Et il y a des moments où on a le sentiment que l'éthique est absente, non seulement en tant que réflexion, mais aussi en tant qu'engagement, parce qu'on a des pratiques, on a l'impression que les valeurs qui sont censées les sous-tendre sont absentes. Et donc je trouve c'est important de bien la positionner à la fois comme un questionnement et comme un engagement, parce que sinon, on risque de se faire absorber par une conception un peu intellectualiste de l'éthique et à n'y voir qu'une réflexion, un questionnement qui débouche en fait, qui se traduit sur rien dans la pratique. Alors, je suis à contre-emploi comme philosophe de formation de dire ça, mais ça me tient vraiment à cœur parce que sinon, la contribution que nous, qui venons plutôt des disciplines de la réflexion qu'on peut apporter, on a évidemment un intérêt à ce que ça débouche sur quelque chose. Et quand des professionnels nous interrogent, ils ne nous interrogent pas pour parler seulement des idées, ils nous interrogent pour échanger sur leurs pratiques. Alors du coup, c'est très intéressant le travail qui a été mené, évidemment, parce qu'il allie les deux. Et on sent bien que l'intention, la visée, c'est d'avoir une réflexion, un questionnement qui est collectif dans ces espaces, et puis je reviendrai sur le choix de ce mot, mais pas comme ça, pas pour rien, pas de manière indifférente, avec une visée d'amélioration des pratiques, avec une visée de pratiques individuelles et collectives dans les établissements qui soient plus réfléchis, plus fidèles aux valeurs que le groupe entend porter, plus fidèles aux valeurs qu'on a en partage. Donc je pense que voilà, cette articulation-là, il faut vraiment bien la rappeler. Alors la première remarque que je voudrais faire sur le travail qui vient d'être présenté, on pourrait en parler longtemps parce que l'étude est vraiment riche et on sent le travail considérable qu'il y a derrière. Je voudrais souligner moi 2 choses. La première, c'est que vous avez, si j'ai bien compris, privilégié le mot espace, la notion d'espace, à d'autres notions plus restrictives qui auraient pu être choisies comme comité, instance, commission, on entend parfois. Alors vous savez peut-être que, à ma connaissance, le premier espace éthique, il a été créé en 1995 à l'assistance publique par Emmanuel Hirsch, qui est devenu par la suite Espace éthique régional Île-de-France. Et il y avait, me semble-t-il, j'étais pas là à l'époque, mais il y avait, me semble-t-il, dans l'esprit fondateur là, d'un espace, ce que Gilles Berru a dit, c'est-à-dire quelque chose qui est ouvert, quelque chose qui diffuse, quelque chose qui est un lieu, un peu un creuset de réflexion, et qui à la fois s'alimente et se nourrit aux pratiques,
et à la fois par le travail de la pensée peut les renouveler et faire preuve d'inventivité. Donc je trouve que, voilà, évidemment, il y a une communauté de pensée là qui est d'ambition et de visée qui est très forte et que je ne peux pas ne pas souligner. Le deuxième point auquel je suis très sensible, et c'est quelque chose qui, moi, me tient extrêmement à cœur, c'est que finalement, vous allez donner aux équipes des ressources pour structurer leur démarche éthique en leur donnant une pluralité de chemins. Ce qui me semble très important, parce que ce que nous, on a vu dans les travaux qu'on a menés, et puis on a une mission en Île-de-France d'observatoire des pratiques éthiques, on a vu que quand la réflexion éthique dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux se focalise sur une seule modalité, en particulier quand il y a un groupe éthique qui ne fait que de l'analyse de situations concrètes, en général, il y a plein de situations qui sont évoquées avant que le comité soit créé. Il suffit qu'il soit créé pour qu'au bout de 6 mois, il y ait moins de cas difficiles qui remontent et que l'activité se tarisse et que le comité soit un peu désœuvré. Donc je pense qu'il y a un intérêt vraiment à avoir plusieurs modalités de réflexion, et c'est ce que j'ai vu sur la dernière diapositive, qui permet vraiment aux équipes, d'ailleurs en fonction de leur culture, de leur histoire, de leurs intérêts, de se saisir d'une modalité ou de l'autre. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et mon tout dernier point, si vous permettez, de réaction, mais ça me tient vraiment à cœur, c'est que je pense que l'éthique, elle n'est pas apportée aux équipes de l'extérieur. Et j'ai été très sensible à ce que Valentine et Gilles Berru ont dit, c'est ce souci de... comment dire ? De reconnaître qu'il y a un questionnement et un engagement des équipes qui est préexistant et qu'il peut y avoir des intervenants extérieurs qui viennent aider à animer, qui viennent aider à apporter du contenu à un moment donné. Mais cette réflexion éthique, elle ne vient pas comme des leçons qui seraient apportées de l'extérieur, des leçons de morale qui seraient apportées froidement de l'extérieur et doctement de l'extérieur par des sachants. Il faut s'alimenter à l'engagement éthique qui est celui des professionnels et des équipes sur le terrain. Et pour y aller beaucoup, on le voit, on le sent, c'est souvent elle le porte, et il faut absolument partir de là. Sinon, on pratique une éthique, pour le coup, qui est complètement hémiplégique et qui ne s'appuie pas du tout sur ça. C'est pour ça que dans le document que moi j'avais produit, on l'avait vraiment intitulé « Pour soutenir l'engagement et la réflexion des équipes ». Et parce que cet engagement et cette réflexion est largement préexistant et n'a surtout pas attendu les éthiciens pour agir. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un constat positif. C'est un constat qui fait plaisir, qui fait du bien, de se dire que finalement, cette étude conclut au fait que ces questions éthiques sont bien vivantes et que les équipes se les approprient d'ores et déjà aujourd'hui. Mais Gilles, comment ce travail que vous avez réalisé va permettre justement d'avancer, de progresser dans cette appropriation, et comment vous voyez la façon dont ces espaces éthiques de proximité vont pouvoir s'adapter à la diversité des situations? Alors, il y a deux constats en fait qui nous donnent confiance. Le premier a été rappelé par Fabrice Euxil, c'est que ça existe déjà et que les professionnels n'attendent personne pour se poser déjà ces questions. Qu'il y a parfois des rythmes de travail, des conditions de travail qui font que on n'a pas le temps ou c'est pas dans la culture. Et donc, finalement, on est un peu là pour arroser une graine qui est déjà en terre. C'est-à-dire que les gens ont envie, finalement, de partager. Et peut-être que, pour reprendre un mot de sémiologiste, finalement, ces espaces, ces lieux de rencontre, c'est des lieux, finalement, de mise en œuvre de vocabulaire. Mais l'idée, la pensée, la volonté de le faire, la direction même, le sens même de l'éthique, il est déjà là. Et donc, finalement, c'est être celui qui plante le décor pour permettre cette rencontre, en donnant des éléments de vocabulaire qui vont permettre d'avoir une parole partagée.
c'est un peu nébuleux ce que je dis là, mais voilà, c'est vraiment là, en fait. On n'invente rien et il n'y a rien à apporter d'autre que le cadre pour le faire. La deuxième conviction, c'est de l'avoir déjà vécu. C'est-à-dire que Fabrice comme moi, on travaille auprès des équipes dans les hôpitaux, et des cafés éthiques, des réunions de situations particulières, des réunions plus larges, des journées d'éthique. Finalement, on le vit déjà et on voit bien que ça fonctionne. Donc les modules qui vont être décrits dans le cahier des charges, c'est des modules issus d'une pratique qui est partagée avec les membres du groupe d'experts. Donc ça, ce sont deux éléments qui sont encourageants parce que finalement, on n'invente rien et on sait que ça marche. Maintenant, comment on va faire pour que véritablement ça ait lieu? En fait, il y a deux dimensions. Soit on travaille à l'intérieur d'un groupe qui est structuré, comme le groupe Corian ce soir, qui a déjà, évidemment, on n'a pas attendu cette étude pour réfléchir sur la bientraitance, sur l'éthique, sur soins à cœur, etc., etc. Il y a plein de démarches qui pourraient être capitalisées à l'intérieur de cet élément-là. Et sur un plan général, pour l'ensemble des EHPAD, si le cahier des charges est fait de telle manière que les personnes puissent y mettre ce qu'elles désirent y faire, mais que ça leur donne un repère, un guide, il se posera des questions qu'on a un peu évoquées. La question de la formation de l'animateur, la question du temps que l'on va consacrer à ça, qui est le temps, c'est de l'organisation, c'est du budget. Donc, qu'est-ce qu'on dégage comme moyen réel pour que ça ait lieu? Quel espace aussi géographique on se donne? J'ai été confronté à ça dans un des EHPAD de mon hôpital, où le seul espace où on pouvait se réunir, c'était la cantine après les repas. Mais cette cantine, c'est une cantine cuisine qui était peu éclairée. Enfin, voilà. En fait, ce n'était pas propice pour se réunir. Et donc, finalement, l'envie était tellement forte de se réunir qu'on a fini par repeindre un autre espace pour se donner un lieu qui est... Voilà. Donc ça, c'est des moyens aussi où les directions, les managers de l'établissement doivent se dire, bon, ben voilà, on va mettre en place ça, et donc on va mettre les moyens pour que ça se fasse. Et puis, il y a un autre élément qui est plus compliqué, c'est la durée et la rigueur. Et là, c'est là que quelquefois une intervention extérieure pour soutenir cet effort collectif est important. C'est-à-dire faire des comptes rendus des réunions pour qu'il se passe quelque chose après, pour capitaliser. 2 ans après, continuer à faire des réunions. Eh bien, quelquefois, un groupe seul n'a pas forcément l'auto-énergie suffisante. Et c'est là que cet entrecroisement d'une instance à l'intérieur d'un groupe ou des espaces régionaux d'éthique, j'ai la chance et l'honneur de présider le comité d'orientation de l'espace de réflexion des Pays de la Loire. On voit bien qu'il y a un besoin de ces interventions, de l'espace d'éthique au sein des établissements. Ça redonne de l'énergie. Et donc, voilà, il y a quelque chose. On a pu en discuter avec Grégoire Moutel, le professeur Grégoire Moutel, qui est président donc, du comité national et des espaces régionaux d'éthique. C'est vrai que c'est un élément important qu'on puisse se raccrocher aux espaces qui existent dans le territoire pour pouvoir s'alimenter de l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on vient avec un certain optimisme où tout ne se résume pas à simplement des moyens supplémentaires de temps. Il y a besoin, mais il y a aussi quelquefois un mode d'emploi qui doit être accessible. Merci Gilles. Une dernière question pour Fabrice. Fabrice, vous avez donc restitué le travail à la ministre Brigitte de Bourguignon récemment sur ces problématiques éthiques et grand âge. On se demande quelle suite il y aura à cette démarche et notamment à cette charte que vous avez élaborée. Et on peut légitimement se poser la question des moyens, comme l'explique Gilles. Comment faire sans compétences, sans formation, sans temps dédié à ces problématiques aujourd'hui? Est-ce que là-dessus, vous avez quelque chose à partager ce soir avec nous?
Alors, peut-être 3 idées. La première, c'est que je rebondis sur la formation. Ça me semble vraiment primordial que celles et ceux qui animent dans les établissements, notamment cette réflexion, bénéficient d'une formation. La plupart des espaces de réflexion éthique régionaux font des formations. Donc, dans les établissements, vous pouvez très bien vous tourner vers eux et avoir des formations adaptées. C'est souvent des psychologues, d'ailleurs, c'est souligné dans l'enquête, c'est ce qu'on constate aussi, qui portent cette réflexion. Et donc, c'est à souligner et à remarquer. La deuxième chose, c'est que si on veut vraiment faire de la réflexion éthique, et pas seulement de la réflexion déontologique, je pense qu'on a besoin d'avoir des tiers, c'est-à-dire des gens qui ne font pas partie de l'équipe, et notamment, je pense, les familles et les résidents qui peuvent participer d'une façon ou d'une autre à la réflexion. Et je pense qu'il y a vraiment une importance et une richesse à le faire. Et le dernier élément, c'est qu'on risque d'avoir beaucoup de créer de la frustration, et c'est ce qu'on a constaté dans les documents, avoir des principes qui sont affirmés sans les moyens pour mettre en œuvre les actions, et ça crée ce que nous on a appelé une souffrance éthique, c'est-à-dire que quand les acteurs, les professionnels savent très bien les valeurs, le type d'accompagnement qu'ils voudraient mettre en œuvre, mais n'ont pas le temps, les moyens, les compétences, les formations, le nombre suffisant pour le faire. Donc là, sur le déploiement, vous dire simplement que la charte a été énormément téléchargée, qu'on l'a énormément nous diffusée gracieusement. Il y a environ 20 000 exemplaires qui ont été adressés un peu partout en France, et qu'on est engagé, nous, dans une démarche d'appropriation avec tout un tas d'acteurs sur 3 appropriations différentes, soit en faire une espèce de langage commun qui permet de fixer une culture commune d'accompagnement. Ça, c'est la première manière la plus simple. La deuxième manière de s'en saisir, il y a 10 points, il y a 10 repères dans cette petite charte. Il y a une dizaine de repères qui sont d'ailleurs des repères universels, qui ne comptent pas que pour l'accompagnement du grand âge, et c'est d'en faire des outils de screening des pratiques. Il y a un item, par exemple, sur la place, le rôle, les droits des familles et des proches. On peut prendre toutes les pratiques d'accompagnement dans un établissement, depuis la visite de préadmission jusqu'au moment où on rend les affaires du résident décédé, si possible pas dans un sac plastique, à la famille, et regarder est-ce qu'on est bon ou pas bon sur cette thématique, mais en prenant vraiment très méthodiquement tout ce qu'on fait sur un sujet. Ça permet d'avoir des axes de questionnement sur les pratiques. Et puis troisièmement, c'est ce que Gilles présentait aussi tout à l'heure, c'est une grille de lecture pour analyser des situations difficiles. Donc je pense que l'outil se diffuse, il a vocation à s'approprier. Nous, on est prêt à se déplacer absolument partout, mais on le fait énormément, et on découvre en permanence des gens qui nous disent qu'ils l'utilisent déjà sans que même nous on le sache. Donc je pense que ça se déploie bien. Ce qu'il faut créer, je pense que votre initiative, il y en a beaucoup d'autres, mais votre initiative notamment, elle contribue fortement à ce déploiement d'une culture éthique dans ces établissements, qui se structure, qui se dynamise, qui se renforce. Encore une fois, je pense qu'elle est préexistante, mais il faut la faire vivre dans des circonstances qui ne sont pas évidentes. Et donc c'est à ça qu'on essaie de contribuer. Bon, gageons que nos énergies qui vont dans le même sens réussiront donc ce challenge de faire vivre l'éthique en EHPAD avec tous les moyens qu'il faut. Et pour conclure cette première table ronde, j'aimerais que Serge, dont je suis certaine qu'il a pris beaucoup de notes depuis le début de ce plateau, nous donne son point de vue de grand témoin. Serge ? Oui, merci. Oui, j'ai pris en effet plein de notes, c'était passionnant, et chaque mot, d'une certaine manière, donne envie d'un autre mot et de réfléchir et de continuer. Ce qui prouve d'ailleurs que l'éthique, c'est pas quelque chose de figé, je crois que ça a été dit, mais c'est un chemin, c'est une attitude, c'est une manière, et les choses évoluent. Je crois que la première chose, en effet, ce qui a été dit et ce qui est vraiment extrêmement important, c'est ce qu'a dit Fabrice au tout début, c'est cette notion d'engagement. Il y a très longtemps, je me souviens, Fabrice avait utilisé un terme, il disait si on ne prend pas en question le concret, l'éthique restera un vœu pieux. Et il revient finalement 15 ans après, il reste sur cette position-là, et je crois qu'elle est extrêmement importante. C'est comment finalement l'éthique, qui est à la fois on pourrait dire une approche théorique, on va prendre Lévinas, comparer l'incomparable, agir en comparant l'incomparable, et ça reste hyper théorique, et en même temps comment
de quelque chose qui doit quand même avoir sa théorie, son approche, son idéal, on pourrait dire, comment on le confronte au réel. Et ce qu'on a entendu avec Gilles et Fabrice, c'est cette question-là. Comment finalement, face à des situations, face à du concret, on doit garder cette exigence éthique, mais en la confrontant en réel. Et ça, je crois que c'est vraiment l'élément qui a été extrêmement central dans toute cette explication. Le deuxième élément qui a été dit, qui est, je crois, absolument central, c'est qu'il y a besoin de structure. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a besoin de formation, il y a besoin de professionnels, il y a besoin de confrontation. Là encore, on peut avoir un chemin, on peut avoir une idée, mais si on ne la confronte pas, s'il n'y a pas un travail derrière, s'il n'y a pas des professionnels qui arrivent, on risque de rester dans le bon sentiment. Et non seulement on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments, mais on ne fait pas nécessairement du soin seulement avec des bons sentiments. On risque sinon d'être gagné aussi par l'émotion. Et l'émotion n'est pas nécessairement un gage d'éthique, même si en même temps on doit garder cette émotion. Donc on voit bien que là aussi il y a un balancement circonspect d'une certaine manière entre ces deux contraintes. Et je trouve que ce dialogue que vous avez eu, Gilles et Fabrice, c'était autour de ça, finalement, dans des vraies situations, dans des situations concrètes, comment on avance, au risque d'ailleurs d'être parfois dans l'imperfection. L'éthique, ça ne veut pas dire la perfection. D'ailleurs, il faut sans doute se moquer, se prémunir de ce souci de perfection, parce qu'il n'est pas nécessairement justement très éthique. Et c'est accepter que les choses ne sont pas toujours 100% géniales, 100% extraordinaires. Se confronter là aussi au réel. Et je trouve que là aussi, il y a quelque chose de très fort, en se disant qu'en plus, l'éthique, elle est chouette, elle est simple dans certains cas, mais le propre de l'éthique, c'est d'être confronté à des difficultés, ou avec des publics en difficulté, ou avec des publics difficiles. Or, le soin, c'est par nature faire face avec et pour des publics en difficulté. Donc, l'éthique, c'est ça aussi. C'est la vie bonne de ce point de vue-là. C'est-à-dire comment on construit en difficulté une éthique qui rejaillit et qui est efficace par rapport aux personnes. Ne pas hésiter à se dire, on veut que cette éthique fonctionne, soit efficace. Donc, on prend aussi le risque, d'une certaine manière, de mesurer l'immesurable. Et donc, c'était ça aussi, je crois, l'apport de cette première table ronde. Merci à vous, c'était passionnant, j'ai appris beaucoup. Merci Serge. Pour passer avant la deuxième table ronde, je souhaiterais qu'on visionne le film qui a été réalisé dans 3 EHPAD Corian, qui va nous donner un petit peu une illustration de ce vécu de l'éthique sur le terrain. Dans mon rôle de directrice, je fais de l'éthique au quotidien. Le moral, ça va, Madame Simon, ce matin? L'éthique, c'est prendre le temps de s'occuper d'un résident, de sa situation et de comment on la gère. Alors à Corian-Coteau-de-la-Lez, on a mis en place des comités éthiques assez rapidement après l'ouverture. Et on s'est aperçu qu'il y avait une nécessité de partir de problématiques très concrètes de terrain. On travaille avec ce qu'on est, avec nos principes, avec nos valeurs, qui ne sont pas forcément les mêmes que les collègues. Mais je pense qu'on peut trouver, en discutant en équipe comme ça, un terrain d'entente. Concernant la situation de 2 résidents qui se sont rapprochés, les équipes se retrouvent en difficulté face à cette situation. Je pense que ça mérite qu'on fasse un comité éthique et qu'on en discute tous ensemble. On travaille avec de l'humain, on travaille avec des personnes fragiles, donc on a forcément des situations qui nous interpellent quasiment tous les jours. Il y a 3 établissements en Drôme-Ardèche et il m'est apparu comme une évidence qu'il fallait travailler en collaboration. J'aurais dit, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une commission éthique et bientraitance des 3 établissements qui soient pluridisciplinaires et qui permettent d'aider au quotidien les équipes dans leur pratique. Ce qui est important pour moi, c'est de permettre au personnel d'avoir un espace de réflexion commune, de pouvoir recevoir des réponses à leurs questionnements. Il faudrait faire le comité d'éthique avant le mois d'avril, ce serait bien, non? Ce que vous pouvez faire, c'est proposer les 2 sujets, en demandant si on en a un 3e. D'accord, oui. Et puis, on pourrait le faire dans un autre établissement. On va le faire à Valence. Bonjour et bienvenue au groupe des Cogitateurs. C'est un groupe de réflexion, c'est un groupe de discussion. Aujourd'hui, on va parler des décès d'un résident. Est-ce que c'est tabou d'en parler? Tout de suite, on s'est dit qu'il fallait absolument que les familles participent à ce groupe. Et puis les salariés, les professionnels, toutes sortes de professionnels.
On a pris le parti de réaliser des interviews avant les instances des cogitateurs pour pouvoir avoir un maximum d'avis. Les avis de chacun, c'est intéressant. On n'a pas tous le même, heureusement. Ça libère la parole et c'est des échanges qui sont constructifs, je pense, pour tout le monde. Le fait de rencontrer les autres, le fait de discuter avec eux, eh bien on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques, on a les mêmes questionnements. Et au-delà, ça nous permet aussi de se rendre compte qu'on fait partie du même groupe et de cette grande famille Corian. Donc une vision qui nous permet un peu d'illustrer cette pluralité des acteurs qui vont s'impliquer dans nos EHPAD, dans ces démarches éthiques. Damien Leguet, vous êtes philosophe, éthicien, spécialiste en particulier des questions d'éthique en fin de vie. Est-ce que vous pouvez réagir après le visionnage de ce film et nous dire un petit peu ce qu'il vous inspire? Il y a deux choses. Je retire mon masque parce que je suis lévinassien, donc le visage est important. Je le remettrai après, rassurez-vous. La première chose, c'est que je voudrais juste faire un premier élément de réponse sur l'actualité telle que Didier en a parlé. Et c'est vrai que je suis frappé, et ça permet de rebondir sur ce qu'on a vu, que depuis quelques jours, on entend comme cela ce qu'il en est de cette attention différée, reportée que les familles ont à l'égard des EHPAD. On parle de situations insupportables, de dignité des personnes, de maltraitance, etc. Bon. Et on voit bien que le vrai problème, c'est celui de la délégation. Il y a une forme de délégation qui est faite par les familles auprès des EHPAD de manière à prendre soin dans la symphonie du soin de la qualité de vie des personnes. Voilà. Et donc là, il y a un vrai problème qui rejoint ce qu'on vient de dire. Et je fais une toute petite réflexion. Je suis étonné quand même qu'effectivement, depuis 3 présidents de la République, la question centrale de comment est-ce qu'on répond structurellement à cela a été différée à chaque fois, et que tous nos politiques, dans une forme de balle des faux culs, disent « Ah, c'est affreux, c'est abominable », sans prendre les moyens de régler cette question-là d'une façon ou d'une autre. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui est une forme d'indécence quand même, de ne pas traiter dans le fond la question, tout en s'indignant de situations que je ne connais pas et sur lesquelles je n'ai pas à dire quoi que ce soit, mais qui sont effectivement... voilà. La deuxième réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est qu'effectivement, c'est très étonnant de voir depuis, je ne sais pas, 20 ans, le changement des EHPAD. C'est-à-dire, on passe de la maison de retraite à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est un lieu qui devient un lieu de résidence durable, un lieu qui n'était pas un lieu de soins, qui devient un lieu de soins, et de plus en plus, un lieu qui n'était pas forcément un lieu de dépendance, qui devient de plus en plus un lieu de dépendance, et un lieu qui n'était pas un lieu de mort, mais qui le devient de plus en plus. On considère qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui, par an, en France, meurent dans les EHPAD. Donc il y a quelque chose qui est un lieu, on parle d'espace, de lieu, qui cherche en permanence sa forme, sa définition, son éthique, considérant qu'il est en train de muter, de changer, de se transformer lui-même pour être autre chose que ce qu'il est. Et donc tout ça suppose effectivement, et on en vient directement à cela, comment est-ce que d'une façon ou d'une autre, on est susceptible de poser la question éthique. Et je rebondis sur ce que Fabrice disait. Quand il dit question engagement, il faut bien mesurer ce que ça veut dire un engagement. Un engagement, c'est pas juste what to do, hein. C'est au sens fort et philosophique du terme, c'est on se pose en gage, on se met en gage de quelque chose. Voyez ? Donc si on se met en gage, c'est qu'on s'engage. Voyez ? Et donc on est au-delà du droit. Et l'éthique, c'est cela, c'est quelque chose, on est au-delà du droit. On est bien du côté de l'Antigone et on vient dire aux maîtres de la cité ou à ceux qui gouvernent, attention, là, il y a quand même quelque chose, il y a une barrière qui a été franchie, il y a une limite qui a été franchie, il y a quelque chose qui a été fait qui ne doit pas être fait, et ça, il faut, non pas juste que je vous dise comme ça quelque chose qui va faire plaisir et qui va faire un peu du maquillage, mais qui suppose que vous, pas moi, parce que moi je suis... Ouais, mais vous fassiez quelque chose. Ouais. Et donc là, on voit bien que, j'ai retenu différents points, mais
3 points. Le premier, c'est la question de libérer la parole. On ne mesure pas ce que ça veut dire libérer la parole. C'est-à-dire que libérer la parole, ça a été dit par un intervenant, ça veut dire que la parole elle-même se découvre au fur et à mesure où elle est libérée. Vous voyez, libérer la parole, c'est pas juste parler. C'est laisser la parole parler et en parlant, découvrir ce qu'on ne sait pas. C'est ça, libérer la parole. Vous voyez, c'est pas juste exprimez-vous. Non, non, c'est quelque chose se passe dans le chemin de la parole, parce que nous sommes des êtres de parole, qui permet d'avancer. La deuxième chose qui me paraît essentielle, ça a été dit un peu là-dedans, c'est la question de la traduction. Il faut que chacun se traduise. Vous voyez, un médecin, j'ai rien contre les médecins, mais un médecin parle médecin. Un psychologue parle psychologue. Vous voyez, donc comment est-ce qu'on traduit cela, vous voyez, pour parler, dire autre chose, pour le dire autrement, mais pas le dire autrement au sens simplement de la traduction. C'est écouter quelque chose qui effectivement va au-delà de son confort technique de connaissance. Et puis dernier point, je m'arrête, qui est très important, c'est effectivement prendre de la hauteur, ça c'est sûr, c'est inévitable, se mettre à bon niveau, vous voyez, à bon niveau du problème, voilà. Et le dernier point, c'est effectivement l'éthique. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est ce que disait Fabrice, le tiers, l'importance du tiers, c'est-à-dire garder son indépendance. Alors, est-ce que l'éthique se fonctionne nécessairement à l'intérieur, c'est-à-dire dans des éléments de structure où il y a le directeur, le machin, le truc qu'on connaît par ailleurs, et on est dans une position différente, mais on n'oublie pas quand même que le directeur, c'est le directeur. Voilà. Ou est-ce que le recours à un tiers extérieur permet là aussi de vraiment entrer dans un chemin qui est un chemin éthique? Voilà, excusez-moi si c'était un peu long. Mais... Merci. Non, non, c'est très, très passionnant. Sophie Moulias, docteur Sophie Moulias, va pouvoir réagir donc à cette vision philosophique de l'éthique. Sophie, vous êtes praticien hospitalier en gériatrie à l'hôpital Ambroise Paré, à PHP, et vous êtes également enseignante-chercheuse au laboratoire d'éthique médicale de Paris-Descartes. Et votre spécificité, c'est de vous être impliquée dans l'éthique, dans l'étude de l'éthique et la pratique de l'éthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à cette démarche et réagir également à ce qui s'est dit jusque-là et à ce qu'on a vu dans ce film? Alors, je vais essayer d'assouplir la parole médicale pour que tout le monde la comprenne. Après, pas la parole philosophique, je pense que je suis assez à l'aise en fait, donc... Ouais, merci. Alors, pour savoir ce que je suis venue faire en éthique, la question c'est comment ne pas s'impliquer dans l'éthique. Je pense que c'est un peu la question qu'on peut se poser tous maintenant. Alors maintenant on n'en parle plus, c'est plus à la mode qu'il y a quelques années, mais je pense que le film par rapport à ça est parfait, il résume tout. Hein. L'éthique c'est le vivre ensemble, hein. C'est la mise en pratique et le questionnement finalement de nos actions et des valeurs qui les sous-tendent et de l'environnement qui les rendent possibles. Et dans ce film, en fait, on voit toutes ces, tout cela est mis assez en avant. On ne peut pas être dans un questionnement figé, on ne peut pas être tous dans le même questionnement, parce qu'on n'a pas tous le même cadre, pas tous la même vie, pas tous, on est tous différents. Il ne peut pas y avoir un lieu totalement formel, il ne peut pas y avoir un cadre totalement formel, il ne peut pas être quelque chose de figé, et il doit y avoir en effet le questionnement, la confrontation aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On ne peut pas faire de l'éthique tout seul. Ça, on ne peut pas y arriver en disant « Coucou, moi je suis éthicien, je sais ce qui est bien, je sais ce qui n'est pas bien, donc on va vous arranger le truc, ça va aller. » Donc ça, ce n'est pas possible. On est obligé... c'est pour ça que le vivre ensemble est quelque chose d'important. On est obligé de réfléchir ensemble, et plus on est différent, et plus il y aura de points d'achoppement, d'agrippement, mieux ce sera, parce qu'à la fin, on sera le plus près possible en tout cas, d'un questionnement général et d'une solution, s'il y en a une, en tout cas, qui conviendra, qui respectera en fait chacun, parce que chacun aura pu s'y exprimer. Et dans cette idée-là, faire venir un extérieur pour permettre parfois, en effet, cette fameuse libération de la parole quand il y a vraiment des questions très très dures, hein, parce que l'éthique, c'est plein d'épines.
et aussi permettre en fait aux plus vulnérables de s'y exprimer, comme on le voit bien dans ce film-là, et permettre à ceux dont parfois on a peur d'être jugés de pouvoir s'exprimer, et pour qu'ils comprennent aussi nos valeurs, nos actions et nos situations, et qu'on entende aussi les leurs dans une position différente qu'une position d'ascendant en fait, puisque de toute façon la position du soin est toujours une position de pouvoir. Donc ça permet aussi de faire un petit pas de côté par rapport à cette position-là pour permettre à chacun de pouvoir y dire et y être écouté, entendu. Merci. Merci. La parole est à Vanessa Foubet. Vanessa, on vous voit apparaître dans le film. Vous êtes psychologue à l'EHPAD Le Gâtinais et à l'EHPAD Jardin de Serena dans l'Essonne. Et vous avez justement, concrètement, mis en place un groupe de réflexion éthique au sein d'un de ces deux EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé et quelle a été votre démarche ? Oui, merci, bonjour. La démarche éthique qu'on a mis en place sur Corian-le-Gâtinais, elle est née en fait d'échanges avec les résidents, avec les salariés, avec les familles, les membres des CVS, la direction, et aussi avec mon binôme, qui est l'animatrice de l'établissement, et avec qui nous avions une réelle volonté de réunir les salariés, de réunir les familles et les résidents pour libérer la parole en fait. Et donc est né un espace éthique, un espace de réflexion auquel on a attribué une identité au sein de l'établissement et qui se réunit une fois par mois sur des thématiques variées et qui sont souvent à l'initiative du groupe qui se réunit. Pour lever les freins de cet espace et qu'on avait identifié, qui était principalement le temps, ce qui a été cité justement bien avant, et puis aussi la pudeur de s'exprimer sur des sujets justement éthiques. On a pris le parti de réaliser des interviews en préparation de ces instances, de ces espaces, auprès des salariés, des résidents et des familles, ce qui a permis de recueillir quand même plusieurs avis. Et le résultat de ces interviews sont présentés à ces espaces et alimentent justement un peu la discussion et le débat autour de ces sujets. Merci beaucoup. On a évoqué à plusieurs reprises le sujet de la fin de vie comme un sujet qui est justement très compliqué sur le plan éthique à aborder. Et Damien, j'aurais aimé vous entendre là-dessus, car vous êtes un spécialiste en la matière. Donc comment vous nous proposez d'aborder cette thématique-là en établissement ? Comment vous voyez les choses ? La première chose, c'est que il faut reconnaître effectivement que les EHPAD sont de plus en plus des espaces de fin de vie, des espaces de vie en train de s'achever, de se parachever. Voilà. Oui, je pense que comprendre ça, peut-être que pour vous c'est évident, mais comprendre ça suppose effectivement une forme d'intégration dans la partie du soin d'éléments relatifs effectivement au palliatif, pour le faire vite, voilà, qui suppose effectivement que quelque chose est pris en considération dans ces moments qui sont des moments négociés. Vous voyez, la mort, c'est toujours un moment de rupture. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant pour négocier ces éléments-là permettant non pas d'être dans la fin de vie, ce qui est un terme abominable, mais une vie en train de s'achever. Voyez, et cette vie en train de s'achever suppose un accompagnement, une préparation, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc intégrer du palliatif à l'intérieur. Et alors, je dis ça parce que, à défaut de faire les réformes qui s'imposent depuis 15 ans, les pouvoirs publics ont quand même la bonne idée de faire des rapports tout à fait passionnants à chaque fois. Il y a des gros rapports passionnants. Et donc, il y a un dernier rapport qui vient d'être fait par le Sénat, fait par 3 sénatrices, Madame Bonfanti, Imbert et Meunier, et dedans, ils abordent ces questions-là pour dire effectivement que, 1, il faudrait effectivement pérenniser le dispositif des infirmières, 2, avoir des conventions entre les établissements et puis les équipes mobiles de soins palliatifs,
Et puis, bon, je passe un ton d'éléments, mais et le dernier, c'est avoir un référent, effectivement, soins palliatifs à l'intérieur des établissements. Donc tout ça, c'est... Voilà. Et le deuxième aspect, pour répondre à votre question, c'est de dire, et effectivement, Fabrice en a parlé, sur la question de comment est-ce qu'on remet les éléments, enfin tout ce qui a appartenu à la personne qui vient de mourir, aux familles, c'est comment on prend en charge la question de ce moment de la mort. C'est-à-dire, on voit dans des rapports, où ça se passe, je ne sais pas, enfin ça se passe, où effectivement le résident qui meurt est escamoté, envoyé aux urgences, meurt quelque part, et tout le monde est absolument stupéfait, choqué, et se dit, bah tiens, Simone elle était là, elle n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on va me traiter, moi, comme un déchet, on n'a plus besoin de moi. Bon. Vous voyez, donc comment est-ce qu'on fait en sorte d'intégrer ces moments-là, de le ritualiser, d'apporter les gestes et les accompagnements et les paroles permettant, de considérer que ce lieu est bien un lieu qui appartient à la personne qui meurt et que les personnes qui sont autour, les résidents et la famille, puissent venir se recueillir, accompagner, et puis que quelque chose est fait pour ce besoin fondamental anthropologique de mettre des mots, des paroles, des textes, des gestes, de l'attention autour de celui qui n'est plus là pour se ressouder les uns aux autres, permettant effectivement de surmonter cette épreuve ô combien... Merci. Voilà. Merci Damien. Vous avez souhaité qu'on affiche le cerisier en fleurs de Bonnard, hein, je crois que c'est Bonnard, hein, qu'il a peint justement à la fin de sa vie. Voilà. Alors c'était très rapidement, parce que je vois que Dricia m'alerte sur le temps qui tourne, qui passe. Le temps court, justement, c'est un temps suspendu. Donc on va essayer de raccourcir le temps suspendu. Je trouve ça absolument magnifique. Il se trouve qu'il y a une belle exposition que je vous recommande à Grenoble sur Bonnard. Et donc pourquoi cela il est mort en 47, en janvier 47. Il a commencé ce tableau au printemps 46 jusqu'en 47, au moment de sa mort. Il y a deux éléments que je voudrais vous indiquer, que je trouve absolument un geste éthique absolument extraordinaire. C'est que d'une part, effectivement, il a traversé donc le printemps, l'hiver et son propre hiver à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il a retenu? Il a retenu un amandier en fleurs. Il a retenu la promesse et non pas la désolation. Et la deuxième chose absolument extraordinaire, c'est que au moment de mourir, quand il mourait, il a demandé à son neveu, Claude Terrasse, il lui a dit, et c'était ses dernières paroles, son dernier geste, le dernier jour, il a dit, il faut que tu fasses quelque chose pour moi tout de suite. Il faut que la partie en bas à gauche, qui était de l'herbe un peu verte, il faut que tout de suite tu mettes du jaune, de l'or, quelque chose qui indique effectivement à la fois de l'espoir, de la beauté, et il l'a fait. Il a demandé à quelqu'un de l'aider sur ce qui était le plus précieux, la peinture, lui qui est peintre, l'autre qui n'était pas peintre, mais il lui a demandé comme son dernier geste. Vous voyez, donc les fleurs, le cerisier, l'espoir, et le fait de recourir à l'aide de quelqu'un, un tiers, pour apporter une autre perspective sur ce qu'on laisse derrière. Donc là, en l'occurrence, l'art devient un geste éthique, une démarche éthique. L'art est un geste éthique, ou l'éthique est un geste d'œuvre d'art, enfin voilà, comme vous voulez, mais quelque chose Sophie, qui accomplit. J'arrache la parole à Damien pour vous la passer. Sophie, donc moi j'aurais quand même aimé que vous nous disiez comment vous abordez l'éthique dans votre pratique hospitalière, puisqu'on a la chance d'avoir un médecin hospitalier parmi nous ce soir à la PHP. Quotidiennement, est-ce que vous pouvez justement mettre en pratique votre éthique? En fait, je vais rebondir sur le tableau, même si on ne le voit pas. Je suis désolée, mais ça va répondre à la question quand même. Je crois que dedans, en fait, dans ce tableau qui est magnifique, alors peut-être comme dans beaucoup de tableaux, mais il y a l'idée de la fragilité du sujet, la fragilité de l'instant, la fragilité de l'humain et aussi la fragilité de l'éthique. Et que notre travail à tous, il est aussi autour de ça.
autour de cette fragilité-là, parce que de loin, c'est beau l'éthique et tout le monde a envie de jouer avec. Enfin, tout le monde a envie de venir participer au truc, etc. Et puis, voilà, il suffit qu'il y ait une petite brise, une petite pluie, une grosse tempête, un espèce de raz-de-marée terrible, et tout à coup, il n'y a plus une fleur, il n'y a plus de doré, il n'y a plus rien, il n'y a plus du riz partout, des épines, des branches tortueuses. Et c'est là qu'il faut se mettre à bâtir ensemble, à faire des choses, à faire de la formation. Donc c'est ce qu'on fait, à aller répéter, faire découvrir les lois, le sens des lois, etc. Aller faire aussi des cafés éthiques, des ciné éthiques avec les professionnels, avec les représentants des usagers pour pouvoir apporter de la sève, du beau, du doré, en tout cas pour pouvoir réfléchir à des choses, à des situations, à des moments avec des sachants, avec des personnes qui viennent plutôt de l'extérieur pour nous apporter un petit peu de soleil, avec des réflexions en situation, avec des réflexions aussi au plus près des patients, avec des cellules d'appui à la décision, avec des cellules éthiques qui se déplacent au lit des patients dans les équipes pour pouvoir intervenir de cette façon-là. Voilà, l'éthique, c'est pas quelque chose de cosmétique, c'est quelque chose où on a besoin de mouiller sa chemise à plusieurs pour permettre que les fleurs et le doré reviennent, en tout cas un petit moment avant de s'y remettre. Merci pour ce témoignage de médecin très, très riche. Serge, tu nous écoutes. J'aurais aimé conclure avec toi cette deuxième table ronde et t'entendre donc sur ta vision après ces cheminements poétiques, philosophiques, intéressants. Oui, merci beaucoup. Il y a d'ailleurs une esthétique de l'éthique, ou peut-être que l'éthique est une esthétique de la vie. Il y a peut-être quelque chose autour de cela. Alors, je vais aller très très vite parce qu'on est en retard, mais je me disais en écoutant, je me disais déjà, on avait quand même une sacrée contradiction. Tout ce qu'on nous dit du premier jour de notre vie, c'est soyez indépendants, soyez forts, et ainsi de suite. Et finalement, on veut mettre la vulnérabilité ou la fragilité de côté. Or, ce dont on parle, les lieux dont on parle, c'est justement ceux où on accepte la fragilité. Et je trouve que l'éthique, c'est aussi ça, c'est de se dire, mais oui, il y a une fragilité, mais qu'on est, voilà, et comment on trouve à accompagner ces fragilités. Finalement, c'est ça une des grandes interrogations de l'éthique et de la prise en soin. La deuxième chose, du coup, si je me disais, finalement, c'est aussi un terme lévinassien, d'ailleurs, il y a une notion d'inquiétude. Il y a inquiétude de la vie, inquiétude de l'autre, inquiétude de la fin de vie, inquiétude de la mort, tout ce qu'on voudra. Et finalement, est-ce que l'éthique, c'est pas une inquiétude assumée, et aussi de se dire je pratique l'éthique parce que je suis inquiet de savoir est-ce que je fais bien, et donc s'interroger, accepter le doute, c'est sans doute aussi une des démarches d'éthique. Et je trouve qu'il y a quelque chose autour de ça de très fort. À un moment donné, Sophie Moulias parlait de on fait pas tout seul. Et oui, on fait pas tout seul, on fait pas de l'éthique tout seul, on fait pas de l'éthique sans les autres, et on fait pas de l'éthique justement par rapport aux autres et pour faire d'une certaine manière du bien aux autres. Et donc c'est finalement, Damien a démarré sur le visage lévinassien, mais finalement derrière c'est le face-à-face, être en face-à-face avec l'autre. C'est amusant d'ailleurs parce qu'en hébreu, panim, c'est la face et c'est en même temps le visage. Face à face, c'est panim à panim, justement. Et donc, il y a quelque chose autour de ça qui rejoint encore une fois cette inquiétude lévinassienne et cette inquiétude de l'éthique. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on a tout intérêt à faire de l'éthique. Et pourquoi on fait de l'éthique? Parce que d'une certaine manière, on peut se dire, je le fais aujourd'hui avec et pour les plus fragiles, parce que j'espère bien qu'on le fera avec et pour moi demain, quand je serai passé du côté des vraiment fragiles. Et l'éthique, c'est aussi finalement d'une certaine manière une sorte de solidarité avec soi-même, une sorte d'égoïsme pour demain. Et donc c'est ça aussi qui rend la force de l'éthique. C'est pas un supplément d'âme, c'est une énergie vitale. On a besoin d'éthique et ça nous rassure d'une certaine manière. Si je pratique l'éthique aujourd'hui, peut-être que on pratiquera l'éthique avec moi demain et que ça me fera du bien, et que ça me rassurera face au dernier chemin. Je m'arrête là. Un grand merci pour cette réaction à chaud, Serge. On va terminer ce plateau. On n'aura pas le temps de traiter les questions. On les traitera a posteriori. On a eu quelques questions, Aude, sur l'actualité de la Fondation. Oui, merci beaucoup Marianne. Merci à vous tous
vos interventions et pour, encore une fois, la richesse de tous les échanges qui ont eu lieu ce soir et qui, effectivement, ponctuent 7 ans d'aventure pour moi à l'Institut et à la Fondation Corian. Et donc, je tenais ce soir à tous vous saluer, à tous vous remercier aussi pour ces 7 années. C'était une aventure professionnelle formidable, d'une richesse vraiment incroyable. J'ai eu énormément de chance. J'ai une équipe formidable qui m'a accompagnée, les filles de la Fondation, comme je les appelle, qui m'ont accompagnée, et qui m'ont permis aussi à l'Institut et à la Fondation de grandir. Je remercie évidemment tous les membres du conseil scientifique, dont certains sont là ce soir, et en particulier Serge, qui est à distance. Je regrette vraiment que tu ne sois pas là, Serge. Voilà, mon compagnon de route depuis le début, avec lequel on a aussi eu des moments absolument passionnants. On n'est pas toujours d'accord, mais comme il le dit si bien, on est complémentaires. Et c'était merci Serge pour toutes ces années. Puis de toute façon, on continuera de se côtoyer, évidemment, sur d'autres thématiques, notamment autour de la valorisation des métiers du soin et de tous ceux qui accompagnent au quotidien nos aînés. Merci Didier, qui est là aussi, pour ta confiance, pour d'avoir soutenu également la Fondation en tant que vice-président, et pour tous nos échanges aussi depuis toutes ces années. Je remercie également Sophie Boissard, qui ne pouvait malheureusement pas être là ce soir, mais également pour toute la confiance qu'elle m'a accordée. Et je te souhaite, Marianne, autant de chance et de moments passionnants que j'ai pu en vivre. Et je vais te laisser la parole, parce que c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps et je suis un peu émue, pour annoncer justement pour ouvrir ce nouveau chapitre de la Fondation. Aude, mille merci pour tout ce que tu as fait pour cette fondation, la diversification de ces domaines d'intervention, le rayonnement que tu as démultiplié. Donc, je vais essayer d'agir en continuité, dans la continuité de ce que tu as fait, et de promouvoir une fondation que j'aimerais continuer de maintenir comme un libre espace de réflexion, d'échange, de recherche scientifique et sociétale, mais aussi d'action en faveur du grand âge et plus largement en faveur des personnes en situation de fragilité au sens large du terme. Voilà, merci beaucoup. Merci Marianne, merci pour toutes ces ambitions à venir, c'est super. Je vois qu'on a un programme, chargé et ambitieux. Et encore merci à toi Aude, et tes mots m'ont particulièrement touché. C'est vrai qu'on a eu le plaisir de partager tous ces moments. Alors c'est très difficile de conclure ou de mettre les derniers mots sur un plateau aussi riche. Merci à toutes vos contributions. Merci Gilles pour conduire de main de maître ce travail. Merci vraiment à tous les grands témoins et votre apport sur ces sujets. Moi, j'ai retenu quelques éléments, mais c'est vraiment compliqué de résumer comme ça en quelques mots. Cette notion d'espace, en effet, vous l'avez bien expliqué et illustré. Je pense que c'est important ce que vous disiez les uns les autres sur l'importance. L'espace est aussi un élément, un espace de liberté. Ça, j'ai beaucoup apprécié et retenu cette notion-là. À la fois liberté, finalement, des solutions apportées. Et on voit bien, quand on a avancé dans nos travaux, que ce ne serait pas utile, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses décrites, de remettre
une couche sur des process, des organisations, mais qu'on est bien là dans cette logique de permettre, avec différentes solutions, on voit qu'ils s'emboîtent les unes les autres, d'offrir à chacun la perspective de s'organiser en fonction de son contexte, de ses besoins, de ses moyens, de ses habitudes. Et donc cette notion d'espace le permet. Vous avez évoqué aussi cette notion de liberté de parole. Moi, j'ai retenu un élément, parce que ça m'est très cher, c'est que vous avez évoqué cette notion de communication. Pour moi, la communication n'est pas suffisante. L'important, c'est le dialogue. Et le dialogue, c'est une communication dans les deux sens. Et vous avez évoqué l'importance aussi, Dr Moulias, de pouvoir traduire les mots. Donc voilà, je trouve que c'est extrêmement important d'évoquer ça. Un autre élément que vous avez évoqué, c'est la notion de ensemble, du vivre ensemble. Et je pense que l'espace, justement, et cette discussion d'éthique est un bon moyen de se retrouver et de pouvoir dialoguer. J'ai retenu aussi les propos de Damien et de Fabrice sur, finalement, qui se complétaient bien, sur la notion de sortir de cette délégation qui finalement crée de la distance. Et ça, c'est vrai que nous œuvrons depuis des années pour améliorer ce que j'appelle la transparence, d'améliorer finalement cet échange et comment mieux permettre à la famille, à l'entourage, de continuer à être intégré dans l'espace, finalement, ce nouvel espace de vie des personnes. Et pour moi, c'est vrai que cette question autour de l'éthique, c'est vraiment un moyen de réfléchir aussi avec les familles. Et ça, je vous avais tous insisté sur cette importance de la place des tiers. Et c'est pas, tu le disais Gilles, c'est pas une discussion entre sachants et entre soi. C'est vraiment l'idée de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs. Et c'est une manière, comme a insisté Fabrice, finalement, d'obtenir l'engagement de chacun. Et je pense que plus chacun se sent engagé dans une partie, plus finalement on est intégré et plus, non pas on accepte les choses, mais on les vit. On ne regarde pas l'autre comme un tiers et avec cette notion, comme tu l'évoquais Damien, de délégation. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort d'insister sur ces éléments-là. Vanessa a parlé de pudeur. C'est vrai que souvent on parle d'intimité, mais j'ai trouvé que ce terme de pudeur, moi, ça m'a particulièrement touché parce que ça a du sens, ça nous parle. On est pudique. Alors que l'intimité, c'est un mot finalement très externe. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était... Voilà, j'étais très... j'ai délecté vos paroles les uns les autres et c'était extrêmement riche. Et c'est vrai que tu as évoqué aussi cette dimension de l'espace de vie et d'accompagnement de la fin de la vie. Et c'est là où j'irai toutes ces questions autour de l'éthique ont particulièrement leur place. Et c'est vrai que ça fait écho à d'autres travaux qu'on a pu conduire à la Fondation, notamment avec Marie de Hensel sur les rituels autour de la mort, autour de l'accompagnement de la personne en fin de vie et surtout aussi l'accompagnement de son entourage et comment aussi on accepte cela au sein de l'établissement. Et je trouvais que ce film aussi était une belle illustration de cette discussion. Moi, j'ai qu'une peur, c'est l'effacement. Et je trouve qu'un des sujets particuliers où l'éthique est au cœur, c'est finalement comment on vit et on intègre le passage, la mort dans nos établissements pour qu'on n'ait pas ce sentiment qu'une fois parti, on est effacé de la vie de tous. Donc ça, je trouve que c'est vraiment des sujets qui m'ont passionné. Et comme vous le disiez pour conclure, faire avec les autres, pour les autres, c'est en effet espérer et attendre que ces autres feront aussi avec nous et pour nous le jour où finalement nous serons concernés. Donc merci vraiment à tous pour la richesse de ce plateau. Et puis je vous donne rendez-vous le 10 mars. Le 10 mars. Pour un plateau, si je peux préciser, sur les femmes soignantes. Des femmes pas comme les autres. Est-ce que j'aurai le droit de participer tout de même ? Au contraire, bien sûr. Merci. Donc rendez-vous le 10 mars. Très bonne soirée à tous. Merci à tous. Au revoir.